Bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici les titres de l'actualité. Le président Macky Sall est arrivé en Namibie. Au menu de sa visite, la signature de plusieurs accords de coopération et notamment dans le domaine de la santé. Reportage ce soir, enquête à Soumbédioune sur le manque de poissons pendant l'hivernage et l'île de la Madeleine pour ce qu'elle représente sur le plan culturel de Tchelele. Enfin, dossier du jour, plus de 1000 téléviseurs solaires sont bientôt installés dans le monde rural. Un programme initié par la présidence et la RTS pour permettre à tout le monde de suivre la télévision. Le chef de l'État est en Namibie depuis quelques heures, invité d'honneur de la fête de l'indépendance de ce pays, aussi appelée fête des héros. Macky Sall va profiter de son séjour en Afrique australe pour signer plusieurs accords de coopération dans les domaines du tourisme, la pêche, l'environnement ou encore l'agriculture. À cela s'ajoute cette entente dans le domaine de la santé. Du personnel sénégalais pourrait ainsi être recruté dans ce pays. Envoyé spécial en Namibie, Pape Biram Biguendiaye. Une arrivée avec les plus grands honneurs. Deux chefs d'État unis pour l'histoire autour d'un symbole synonyme de liberté, fêté un jour de triomphe, célébré un 26 août pour les héros. Un contexte bien particulier qui met le Sénégal au devant de la scène africaine et perpétue un héritage diplomatique laissé par le président Senghor. La contribution du Sénégal à la libération du peuple namibien est restée gravée dans les annales. En Namibie, la visite du président Macky Sall est historique. Votre Excellence, aujourd'hui, vous faites partie de l'histoire namibienne. Tout d'abord parce que vous êtes le premier chef d'État à rendre une visite d'État en commençant par la zone rurale. De plus, vous êtes le premier chef d'État invité d'honneur au site où la lutte armée a été lancée. C'est le jour où nous honorons nos héros et héroïnes et certains d'entre eux ont versé de leur sang pour la libération nationale de ce pays. Une cause pour laquelle le Sénégal a contribué immensément. Je rends hommage à tous les héros namibiens qui sont en réalité nos héros à nous tous. Le Sénégal est fier d'avoir activement soutenu le combat du peuple namibien, malgré le défi de la distance, alors qu'il n'y avait pas encore les moyens de communication modernes que nous connaissons. Et je salue mes prédécesseurs, en particulier le président Senghor, qui a été le premier à s'engager dans ce combat. Nous considérons cette contribution du Sénégal comme un devoir de solidarité africaine. Un destin qui réunit deux pays qui veulent désormais consolider et redynamiser leurs liens d'amitié et de coopération en léthargie depuis 2003. Trois piliers essentiels de l'économie sont ciblés: agriculture, pêche, tourisme, sur fond d'échange et de partage. La Namibie entend développer le secteur et renforcer le secteur agricole, un secteur qui a été plutôt productif. On exporte nos produits sur les marchés internationaux européens, asiatiques et américains. En mettant sur pied le projet africain d'un commerce intra-Afrique accéléré, la Namibie et le Sénégal devraient activement explorer de nouvelles opportunités de coopération dans le secteur agricole. Le tourisme est globalement reconnu comme une économie expoliante. De ce fait, la Namibie et le Sénégal doivent échanger leur expérience afin de bénéficier du meilleur dans ces zones de coopération. La Namibie et le Sénégal sont connectés et nous partageons également les richesses maritimes de l'océan Atlantique. De ce fait, il y a un véritable besoin de coopération entre nos deux autorités portuaires au bénéfice des peuples namibiens et sénégalais afin d'augmenter la coopération et partager les expériences. Nous devons nous engager ensemble, solidairement, pour donner un contenu à la coopération bilatérale et des accords dans les domaines que vous avez évoqués, notamment le tourisme, l'environnement, la santé, entre autres. La pêche est un domaine que nous avons en partage. Nous partageons aussi les eaux de l'Atlantique.
pensons qu'il y a des benchmarks à faire et des expériences à échanger entre la Namibie et le Sénégal. Oshakati, cette ville située dans l'espace rural de la Namibie, a pris les couleurs d'une véritable capitale sénégalaise, prête à rendre tous les honneurs à un pays qui a été à ses côtés pendant les moments difficiles de colonisation. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est honoré au cœur de l'Afrique australe. Direction le sud du pays, le ministre de l'Agriculture était ces dernières heures à Kédougou. Abdoulaye Baldé, qui poursuit sa tournée à travers les zones agricoles du pays, a pu se rendre compte de l'état des cultures dans la zone. Et pour la campagne agricole 2013-2014, l'espoir est permis à Kédougou. Tchorodien. Une végétation luxuriante, une beauté qui se passe de tout commentaire, voilà les résultats des semences certifiées distribuées par l'État du Sénégal. Nous sommes dans les profondeurs de Kédougou, à Afia Magasin, à peu près à 45 km de la ville. Une zone qui s'est spécialisée dans la culture du maïs, du coton et du riz, entre autres. Nous avons un objectif de sécurité alimentaire. Nous avons un ambitieux programme d'autosuffisance en riz. Et le potentiel de Kédougou est énorme, plus de 8000 hectares à mettre en valeur. Nous avons donc les projets qui appuient, comme le PAPIL, qui appuie pour aménager ces hectares. La Sodagri va se déployer ici, et le PADAER qui a aussi un volet important d'aménagement. Donc nous pensons que nous pouvons améliorer le potentiel, en tout cas de production du riz dans cette région. Dans un autre village, Bundukoni, situé à une trentaine de kilomètres de Kédougou, les champs de coton et de maïs de la Sodefitex, des espaces cultivés qui s'étendent à perte de vue. On espère des rendements en qualité et en quantité. Vous avez vu les réalisations, des semis précoces, les parcelles sont propres. On a eu des difficultés de démarrage de l'hivernage parce qu'aujourd'hui, tous les postes pluviométriques de Kédougou sont déficitaires. Ce qui avait causé un problème vraiment de démarrage des semis et ce qui a occasionné près de 10% de ressemis. Mais malgré cela, les producteurs se sont revigorés, ont pris leur courage à deux mains pour semer et aujourd'hui, on voit le résultat, les parcelles sont propres. Ce qui reste à faire, c'est de maintenir ces parcelles propres, de faire des économies d'eau en faisant des butages cloisonnés pour permettre au cotonnier de boucler son cycle. Devant le ministre de l'Agriculture, les producteurs ont encore égrené un chapelet de doléances. L'octroi de matériel agricole moderne, la distribution de semences certifiées à temps, l'absence d'infrastructures de transport. Dans cette zone du pays, l'espoir est permis pour une bonne récolte par rapport à la campagne agricole 2013-2014. Démarrage des activités de vacances 2013, le département de Pikine abrite un camp de vacances regroupant plus de 250 jeunes venant de toutes les régions du Sénégal. Ce camp d'utilité publique, initié par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques, compte lutter contre les inondations dans la banlieue. Moussa Thior. Ces 250 jeunes venant de toutes les régions du Sénégal, regroupés par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et la Promotion des valeurs civiques et supervisés par le mouvement des pionniers du Sénégal, se disent prêts à lutter contre les inondations dans le département de Dakar. Nous sommes venus répondre à l'appel de l'État qui consiste à mobiliser tous les citoyens de ce pays pour lutter contre les inondations. Et en tant qu'élément des mouvements FLA, nous sommes habitués de ces camps, nous sommes pour la formation civique, nous sommes aussi pour la citoyenneté en action. Nous sommes venus ici pour les inondations, aider les sinistrés. C'est ce qui nous a motivés à venir ici, pour aider les sinistrés, lutter contre les inondations. Puisque nous sommes des volontaires, même sans rien, on est prêts à tout faire pour aider les sinistrés. À cause des pionniers, il y a nos frères éclaireurs, il y a nos frères de la Croix-Rouge, il y a les scouts et guides, il y a les jeunes de IMCA, il y a les jeunes qui sont issus de la banlieue, qui sont amenés par les différents départements, il y a aussi les jeunes du Conseil régional de la jeunesse. Réunis dans le cadre des camps d'utilité publique initiés par la tutelle, qui constituent une des composantes des vacances 2013, ces jeunes comptent intervenir à Dakar, Rufisque, Pikine et Guédiawaye. Et leur motivation n'a pas échappé aux émissaires du ministre Benoît Sambou. Il a donné toutes les directives nécessaires, les orientations qui ont permis d'élaborer un programme qui est en train d'être mis en œuvre aujourd'hui à partir de ce camp d'utilité publique de Thiaroye qui est créé pour contribuer à la lutte contre les inondations. Outre le camp de Dakar sur les inondations, d'autres jeunes sont à Ziguinchor pour réaliser des digues anti-sel, à Kaola pour réhabiliter des écoles et à Louga pour contribuer à la réalisation de la Grande Muraille Verte.
L'association des porteurs de pancartes a célébré la journée du 26 août 58. Cette célébration a permis à l'association de rendre hommage à des personnalités qui ont toujours œuvré pour le développement du pays. Les porteurs de pancartes veulent créer l'association des enfants de porteurs de pancartes. La célébration de cette journée s'est tenue à l'hôtel de ville de Dakar. Abdul Aziz Ban. Les porteurs de pancartes ont joué un rôle important dans l'accession de notre pays à l'indépendance. 55 ans après, l'association des porteurs de pancartes a tenu à rendre hommage à des hommes et à des femmes qui se sont toujours battus pour le respect des droits humains. Ils n'étaient donc pas présents comme porteurs de pancartes, mais dont le parcours, la trajectoire, l'action recoupent les idéaux de 58. Ces acteurs de la société civile, de la classe politique et de la presse ont reçu des diplômes d'honneur, une récompense pour leur engagement sans faille. Je voudrais également partager cette distinction particulièrement avec toute la presse sénégalaise, ma famille naturelle. Je voudrais exhorter tous mes confrères au sursaut, à maintenir le cap en dépit de toutes les tentations et de toutes les manipulations, de tenir haut le flambeau de la liberté de presse. La célébration du 26 août 1958 a eu comme parrain Cheikh Amalassi, Maître Boubacar Seck et le professeur Hassan Seck. Hassan Seck, pour ce qu'il a fait pour ce pays. Cheikh Amalassi aussi a été un porte-drapeau de la jeunesse du Sénégal. Et enfin, Boubacar Seck, qui a été des nôtres, qui était porteur de pancarte avec nous. Maître Mbaye Jacques Diop et ses camarades projettent de mettre sur pied l'association des enfants de porteurs de pancartes. C'est pour les permettre de s'intéresser davantage à la bonne marche de l'association. Bientôt, les localités dépourvues d'électricité pourront regarder la télévision nationale sans aucune difficulté. La RTS et la présidence de la République ont mis en place un projet destiné à faire bénéficier du droit à l'information à toutes les couches défavorisées. Grâce à l'énergie solaire, 1000 postes téléviseurs seront installés à terme dans le monde rural. Maman Moussagnan. Des centaines de villages, voire des milliers, sont sans électricité au Sénégal, malgré une extension du réseau rural en électrification. Du coup, ces localités sont dépourvues de moyens techniques modernes pouvant leur permettre d'être au diapason de l'actualité, notamment de postes téléviseurs. Paradoxal en ce 21e siècle où l'avènement de la télévision a fait le tour de la planète. Au Sénégal, où la RTS veut jouer pleinement son rôle de service public, elle a mis en place une stratégie visant à installer 1000 postes téléviseurs dans tout le Sénégal, histoire de faire bénéficier à ces populations défavorisées du droit à l'information. On a estimé nécessaire de mettre d'abord en place un projet pilote qui a concerné Tamba et Kolda pour installer des téléviseurs solaires avec parabole, donc pour permettre d'ajuster justement le récepteur au satellite et aussi alimenter donc la télévision par le signal de la RTS. À terme, il s'agira d'implanter 1000 téléviseurs solaires à travers tout le Sénégal. Soutenu fortement par la présidence de la République, le projet permet à ses bénéficiaires, en plus de suivre la télévision nationale, d'éviter des déplacements sur plusieurs dizaines de kilomètres pour simplement recharger leurs appareils téléphoniques. Il faut dire que c'est un projet qui est entièrement financé par la présidence de la République, qui a trouvé un partenaire qui a bien voulu mettre à la disposition donc, de l'État du Sénégal ces 1000 téléviseurs et ces 1000 paraboles pour couvrir donc tous ces villages-là. Les critères qui permettent de choisir les villages, c'est quoi? C'est la mauvaise réception du signal télévision, l'emplacement et la distance du site d'opération, donc par rapport à la localité, les coordonnées des sites, c'est-à-dire longitude, latitude, afin de déterminer leurs paramètres de réception par satellite. À sa manière, la RTS contribue à la création d'activités génératrices de revenus. Lorsqu'on vient dans un village, on prend contact avec le chef de village qui nous désigne 2 personnes, et il y en a même qui se sont organisés pour, par exemple, demander un petit montant forfaitaire à ceux qui viennent brancher leur téléphone portable pour alimenter la batterie. Petit montant qui permet de prendre en charge l'animateur ou les animateurs et les animatrices donc, de ce projet-là.
La durée du projet est limitée dans les sites choisis. Avec l'extension du réseau électrique, il peut être délocalisé dans d'autres endroits. En attendant, à Kolda et Tamba, des villageois regardent les premières images. Pour porter ces programmes dans les coins les plus reculés et assurer à tous les citoyens un accès équitable à l'information, la RTS a initié un vaste programme d'installation de téléviseurs solaires dans les villages. Pour la phase pilote, 5 villages sont concernés à Tambacounda. Voici comment les populations ont accueilli ce projet. Abdoulaye Sinkare. C'est ici, à Toubafal, que le temps a été donné. Fini le temps de la désinformation. Avec ce téléviseur solaire, le village s'ouvre au monde. Le projet a apporté un grand changement. Maintenant, nous avons des informations que nous n'avions pas auparavant. Bien qu'installé à l'école primaire, ce poste est loin d'être un obstacle. Il contribue plutôt à l'amélioration de l'instruction. Il faut vraiment éviter la fréquentation massive des élèves, surtout des jours où les élèves doivent venir à l'école. C'est ainsi qu'il m'a proposé quand même, encore des jours de vendredi et de samedi, que les élèves puissent venir ici suivre le journal, par exemple, de 20h jusqu'à 20h30. Si par exemple, il y a des émissions de reportage sur l'environnement et autres, là, j'amène les élèves, surtout les élèves de CM1, pour pouvoir les faire suivre ça. Ouais, ça a beaucoup changé parce que c'est des choses quand même, on a besoin de... Tu vois que l'élève a besoin de quelque chose de visible. Même décor à Likunda. C'est l'école primaire qui accueille le projet. Avant son arrivée, les populations allaient jusqu'à Sinthiou Malem pour recharger leur téléphone. Pratiquement tous les villageois viennent charger leur portable ici. Mais auparavant, ils le faisaient à Sinthiou Malem, donc au chef-lieu de communauté rurale qui se trouve à 8-9 km de là. Donc ils dépensaient au minimum 500 francs pour le faire. Parce qu'il faut 400 francs pour aller et retourner. Et une fois à Sinthiou Malem, on faisait payer aussi quelque chose comme 100 francs. Mais depuis que nous avons ce téléviseur solaire ici, vraiment, il y a un grand soulagement de ce côté-ci. C'est à la tombée de la nuit que nous arrivons à Botou, à l'heure du 20h. Tous les soirs, le rendez-vous c'est sur la place du village, devant le petit écran. La télévision est là pour nous éduquer, nous mettre sur la bonne voie suivant les émissions que nous regardons souvent. Et ensuite, surtout les enfants. Au niveau du Sénégal, souvent, nous voyons surtout avec la RTS 1, qui fait vraiment beaucoup de programmes dans des projets, surtout au niveau de la culture. Les bergers qui sont là, avec souvent, c'est ce qui font beaucoup de travaux maraîchers aussi. Et souvent, nous voyons beaucoup de programmes à travers la télévision, même si nous connaissons, nous n'arrivons pas à pratiquer. Mais d'après avoir vu quand même, on saura comment pratiquer certains travaux. Pour le désenclavement virtuel de ces villages, c'est tout un assemblage technique qui est mis à contribution. Côté installation électrique, les 4 panneaux de 500 watts chacun sont connectés avec 4 batteries. Ces 4 batteries-là sont reliées avec un régulateur, aussi avec un onduleur, pour maintenant avoir les 220 volts en alternatif, pour pouvoir alimenter maintenant le téléviseur en écran plat. Ce n'est pas des téléviseurs solaires, mais c'est des téléviseurs qui fonctionnent sur la base d'énergie solaire. C'est pour ça qu'on appelle téléviseur solaire, mais il n'y a pas de téléviseur solaire. Chaque téléviseur maintenant est connecté directement à une parabole qui est orientée, pointée directement vers le satellite EUTEL-7W3A, où se trouve le signal de la RTS 1. Maintenant, pour capter toutes ces chaînes-là qui sont au niveau du satellite, il faut pointer et le pointage se fait d'une façon un peu, pas du tout difficile. Pour la phase pilote, 5 villages sont concernés à Tambacounda. Avec ce projet, c'est un grand pas qui vient d'être franchi dans la lutte contre l'ignorance.
Éducation sur les 37 041 demandes de mutation formulées cette année par les enseignants et autres personnels du système éducatif. Seuls 2480 ont été satisfaits. Les chiffres viennent de la commission en charge de la question qui s'est réunie. Cette année, elle a donné la priorité aux cas sociaux et au rapprochement de conjoints bien sûr, mais surtout à la politique genre. Massamba Thian. Ici, le ministre de l'Éducation nationale paraphe symboliquement un ordre de service. Cela après une retraite de 11 jours à Saly de tous les acteurs directement impliqués dans la gestion des ressources humaines. À la fin des travaux, sur 37 041 demandes de mutation, seuls 2480 agents ont eu satisfaction. Le retrait ici nous a permis de travailler dans un climat convivial, dans la sérénité, mais également dans un bon esprit. Ce n'était pas évident parce que nous avons eu tantôt des difficultés, les points de vue n'étaient pas toujours les mêmes, mais à chaque fois on a pu faire un dépassement et aboutir à un consensus. Cette année, la commission de mutation des enseignants et personnels administratifs a connu quelques innovations, pour ne pas dire des mesures. Les cas sociaux, les rapprochements de conjoints, l'équité et la dimension genre ont été étudiés minutieusement pour déboucher sur des propositions. Désormais, le cas social et le rapprochement de conjoints ne seront plus traités de façon isolée, mais seront intégrés dans les postes d'adjoints avec des critères bien définis. La gestion des ressources humaines, ne pouvant se faire de façon rigide, nécessite donc la prise de dispositions particulières par rapport à certaines situations, notamment la maladie et le handicap. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal s'est engagé à travers la ratification des conventions internationales à la prise en compte de l'équité et de la dimension genre. Dans cette dynamique, le ministère de l'Éducation nationale doit œuvrer pour l'opérationnalisation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. En marge de la cérémonie symbolique de signature des ordres de service, le ministre de l'Éducation nationale, dans le cadre de la coopération canadienne, a remis au personnel de gestion des ressources humaines des académies et des IEF des ordinateurs. Un matériel pour permettre la mise en œuvre des applications web déjà testées avec succès dans le mouvement 2013. Trouver du poisson à Dakar à bon prix devient de plus en plus difficile. La rigueur du climat, avec notamment la saison des pluies, en est la principale cause. Au marché Soumbédioune, les clients se font désirer. Mansour Sow y a fait un tour, suivant son reportage. Quai de débarquement de Soumbédioune, il est 18h30. Les pirogues commencent à arriver une à une. C'est le moment pour Alioune Kane et son équipe de fouler le rivage. Après 24 heures, Alioune revient d'un périple en mer. La pêche n'a pas été bonne aujourd'hui. On remercie juste le Tout-Puissant, mais ces temps-ci, c'est vraiment dur. Ces problèmes, Alioune les vit au quotidien avec ses camarades. Avec la saison des pluies, il leur arrive de ne pas aller en mer, surtout quand le temps est pluvieux. C'est le mauvais temps qui est notre principale difficulté. Il nous arrive même des fois de rester des jours sans aller en mer à cause du vent. Il arrive aussi que la pluie nous surprend en haute mer et là, nous sommes obligés d'attendre qu'il fasse beau temps pour repartir. Cette situation n'est pas sans conséquences. Les vendeuses trouvées sur place disent rencontrer tous les problèmes du monde pour écouler leurs marchandises. Les clients se font rares parce que le poisson coûte cher. Ces temps-ci, notre commerce ne marche vraiment pas du tout. Il n'y a pas assez de poissons à cause de l'hivernage. Des fois, les pêcheurs rentrent même bredouilles. Ce tas, je le vends actuellement à 2000 francs CFA. Auparavant, ça coûtait entre 1000 et 1500 francs. Si je ne le fais pas, mon commerce risque de chuter. Le prix du poisson continue ainsi de flamber aux grandes dames des clients. Avant, le poisson, je l'achetais à 400 francs. Actuellement, je l'achète à 1200 francs. Donc, le prix a rehaussé d'une manière incontournable. Ah, les poissons sont trop chers, vraiment. Oui, ils sont chers. Parce que d'habitude, je peux avoir cette poisson-là à 8000 francs peut-être, jusqu'à 12 000. Mais actuellement, on me vend ça à 25 000, c'est trop cher.
Outre les difficultés liées à la raréfaction des ressources halieutiques en cette période d'hivernage, les pêcheurs sont confrontés à de multiples problèmes de sécurité. Pourtant, certains comme Alune ont des gilets mais refusent de les porter. Les gilets de sauvetage, nous en disposons, mais seulement, nous n'avons pas l'habitude de les porter, car ça nous gêne. Les chiffres devraient convaincre les récalcitrants comme Alioune Kane à porter leur gilet de sauvetage. Au premier semestre de cette année, 59 pêcheurs ont péri en mer. Avec la saison des pluies, le danger est encore plus grand. Tout près de Soumbédioune, les îles de la Madeleine jouent un rôle capital dans la mise en œuvre des pratiques culturelles anciennes et actuelles des Lébous. Selon eux, ces îles abritent le génie protecteur de Dakar. Les Lébous accordent de l'importance et du respect à ce lieu marin. Ils y pratiquent des rituels et des sacrifices. Koumba Diakhaté-Mar nous plonge dans les mystères que les îles de la Madeleine renferment pour les Lébous. Weur, faire le tour en langage lébou, c'est le nom donné à ces îles qui se dressent au milieu de l'océan par ce peuple étroitement lié à l'eau. Au cours d'une cérémonie, alors que l'île était inaccessible par les populations d'alors, un de nos ancêtres du bord du rivage avait justement tendu tout son bras pour faire le tour de l'île, y arracher des fruits, des arbres sauvages et les ramener sur terre. C'est ainsi que cette île avait pris le nom de Weur. Ngor, Yoff, Weur, ak Biir ci Géej, Mim, Adam Dellu, Mim Del. Voilà les 4 lettres du nom du prophète Mohammed qu'on assigne à ces îles qui protègent Dakar. Que de mystère aux îles Weur, il suffit d'y accéder pour s'en rendre compte. Cet endroit, par exemple, renferme des secrets pour les Lébous. Ils le considèrent comme un point de ralliement des génies. On appelle ces lieux croix parce que c'est là où les esprits se rassemblent ou se mobilisent la nuit. Plus loin, il y a les baobabs sacrés. Les rituels et sacrifices y sont pratiqués et les images de restes d'animaux en disent long. Il vient ici pour faire le sacrifice. Le sacrifice, bon, c'est d'un mouton ou du lait ou quelque chose comme ça pour donner ça aux esprits, pour qu'ils tiennent part de leurs affaires. Quand la sécheresse s'annonce, c'est justement en face des îles Weur, la Madeleine, que l'on faisait le Baounan de Dakar. D'abord, l'île est inaccessible, les secrets ne sont pas accessibles à tout le monde. Les dépositaires ne vont pas visiter l'île tous les jours. On n'y entre pas par n'importe quelle direction. Et voilà. Bon, nous également, pour y accéder, il y a des libations. Mamadou Fall, d'Indeban, à 81 ans, il se souvient des cérémonies rituelles qu'il venait faire ici. C'était sur les ordres de son oncle, un dignitaire lébou. Cela me rappelle quand j'étais jeune et que mon grand-père m'envoyait par ici, au pied de ce baobab. Je venais déposer des offrandes, du lait, du mil et des arachides pour contenter le Kdaour. Le Kdaour, génie protecteur de Dakar, selon la mythologie lébou, c'est lui qui veille sur ces baobabs et sur l'ensemble des arbres qui poussent sur les îles de la Madeleine. Personne n'ose les toucher. Vous pouvez les manger sur place, mais pas les amener sur la terre ferme. C'est ce qui fait que la protection de l'île est plus facile, parce que les gens ont peur. Les îles de la Madeleine, un point central dans la pratique cultuelle des Lébous. Selon eux, c'est là où se trouve le seul génie homme de Dakar. Gorée, Ngor, Yoff ou encore Ouakam ont pour leur part des génies femmes. Notre survol de l'actualité africaine nous mène en Afrique du Sud et en Tunisie, mais d'abord nous nous rendons en Égypte où s'est tenu le procès en appel de l'ancien président Hosni Moubarak. Assis et non plus allongé, Hosni Moubarak est apparu dimanche dans le box des accusés du tribunal du Caire, en Égypte. Pas pour longtemps. Le procès en appel pour corruption et complicité de meurtre de l'ancien président égyptien et ses 2 fils a été reporté. Tout comme le procès de 3 responsables des frères musulmans. Malgré toutes les mesures de sécurité mises en place devant le tribunal, les 3 accusés n'ont pas été présentés à l'audience pour éviter tout rassemblement de partisans ou d'adversaires.
En Tunisie, ces milliers de manifestants se donnent une semaine pour faire partir le gouvernement dirigé par les islamistes du parti Ennahda. Depuis l'assassinat du député d'opposition Mohamed Brahmi fin juillet, le pays est de nouveau dans l'impasse politique. L'opposition réclame la mise en place d'un nouveau gouvernement apolitique, ce que refuse Ennahda. La médiation du puissant syndicat UGTT n'a pas encore permis d'aboutir à un consensus. En Afrique du Sud, les mineurs voient rouge et lancent un ultimatum au patronat dans les rues de Johannesburg. Le principal syndicat des mineurs d'Afrique du Sud réclame une hausse de 60% des salaires dans le secteur de l'or. Les employeurs ont 7 jours pour satisfaire cette revendication sous peine de grande grève. Aux dernières négociations salariales, les compagnies minières ne proposaient que 6% de hausse. Les États-Unis ont commémoré ce week-end les 50 ans du plus fameux discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Des milliers de marcheurs ont convergé vers le Lincoln Memorial où, le 28 août 1963, le révérend King avait rêvé d'une Amérique où tous les hommes, noirs ou blancs, sont vraiment libres et égaux. 50 ans séparent ces deux images. 50 ans de lutte et de réforme pour concrétiser le rêve de Martin Luther King. Ce samedi à Washington, plusieurs dizaines de milliers d'Américains ont commémoré l'anniversaire du discours « Je fais un rêve », prononcé le 28 août 1963 par le plus célèbre des pasteurs noirs américains. Dans la foule, certains marchent peut-être sur leurs propres traces. J'étais un genou, j'avais 37 ans. Aujourd'hui, j'avais envie de voir comment les choses ont changé pour les autres durant ces 50 années. Beaucoup de choses ont changé, mais le combat n'est pas terminé. Sur les pancartes s'affichent les revendications de 2013. Fin des discriminations, réforme du marché de l'emploi, droit de vote pour tous. Nous devons raviver la guerre contre la pauvreté, nous pencher sur les dettes des étudiants, planifier la reconstruction urbaine. Aujourd'hui, la priorité, c'est de nous approprier les législations. La tâche n'est pas accomplie. Le voyage n'est pas achevé. Nous pouvons et nous devons en faire plus. En faire plus pour éviter d'autres affaires Trayvon Martin. L'histoire de ce jeune Afro-Américain dont le meurtrier a été acquitté pour légitime défense a fait écho au discours de Martin Luther King. Le pasteur rêvait que ses enfants soient jugés sur leur caractère et non leur couleur de peau. Trayvon Martin était mon fils. Mais il n'était pas seulement mon fils, il est notre fils à tous et nous devons nous battre pour protéger nos enfants. Je n'ai pas d'enfant de son âge, mais j'ai élevé 2 fils et j'ai une petite fille. Et pour moi, ils devraient pouvoir marcher dans la rue sans être abattus. La régulation des armes à feu est l'un des fils rouges du second mandat de Barack Obama. Le président évoquera sans doute le sujet dans son discours de clôture des commémorations, mercredi prochain. Retour chez nous, des Sénégalais diplômés en Israël vont tester leur savoir-faire à Bambilor. Ces membres du club Shalom étaient en visite dans la localité en compagnie de l'ambassadeur d'Israël au Sénégal. Le calife de Bambilor compte les accompagner dans cette initiative. Ibrahim Ndong. C'est sous la pluie que les populations de Bambilor ont souhaité la bienvenue à leur hôte, l'ambassadeur d'Israël, le Dr Eli Bentora. Ensuite, direction les champs du Khalif de Bambilor sur place, des membres du club Shalom ont fait part de leur volonté de participer au développement de la localité. On ne va pas répliquer des modèles, mais on va adapter des modèles. Comment l'Israël, de 1945 à maintenant, a pu développer son agriculture, son élevage, son aquaculture, pour être vraiment autonome. Comment on peut faire, parce qu'on a les compétences ici, on a la terre, on a une force qui est là, c'est la jeunesse. Et nous misons sur la jeunesse et surtout sur les femmes. Le club Shalom a été mis en place par des experts sénégalais ayant suivi leur formation en Israël. Le club est parrainé par l'ambassadeur d'Israël à Dakar. Les experts qui font partie des clubs Shalom, ils ont exprimé leur volonté de contribuer de leur temps, c'est volontairement, de leur temps pour contribuer à le développement de notre communauté. Cette rencontre entre dans le cadre du partenariat entre le club Shalom et l'ONG Fawziwana Diati. L'objectif pour le calife est de participer à la lutte contre la pauvreté dans la zone. La cérémonie qui nous réunit ce matin est à plus d'un titre très significatif.
et traduit la volonté de l'ONG Fawzi Wandegati et le Club Shalom de redynamiser le cercle d'amitié israélo-sénégalais et de renforcer la coopération à la base. Faciliter le retour et l'insertion des immigrés constitue un pari à gagner pour le calife de Bambilor. À travers ses activités, il compte accompagner le gouvernement dans sa politique pour une participation des Sénégalais de la diaspora au développement. En football, Coupe de la Ligue édition 2013, le Casa Sport vient de remporter le trophée du Premier ministre. Il a battu l'US Gorée par 3 tirs au but, 3 tirs à 1. Les deux équipes étaient à égalité 0 but partout après 120 minutes de jeu. Réélection au premier tour du scrutin d'Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Il rempile pour un nouveau mandat de 4 ans. Maître Augustin Senghor a été élu avec 289 voix sur les 384 valablement exprimées. Retour sur le vote aux allures de plébiscite avec Mansour Sow. Emmanuel Senghor est élu dès le premier tour avec 289 voix. Et de 2 pour Maître Augustin Emmanuel Senghor. Après 2009, il est réélu à la tête de l'instance dirigeante du football sénégalais. Sur les 384 votants, 289 lui ont été favorables. Déjà, de gros chantiers se dressent devant le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football. La politique de campagne qui tournait autour des équipes nationales doit prendre fin pour laisser place à une politique de moyen et long terme qui nous permettra d'asseoir donc un football viable. Et seulement alors en ce moment nous pourrons essayer de nous projeter sur la scène africaine ou mondiale pour essayer de glaner les trophées qui nous manquent tant. L'attente a été très longue. Certains sont même tombés dans les bras de Morphée. Au finish, Maître Augustin Senghor devient le 20e président de la Fédération sénégalaise de football. Ses adversaires lui ont adressé des félicitations. De surcroît, ils lui demandent de sortir des chantiers battus pour développer le football. À la base, je lance un appel à Augustin Senghor de remettre les subventions au club, de remettre aussi les transports de la petite catégorie, parce que sans ça, les clubs amateurs vont mourir. Et j'en profite aussi pour féliciter tous les spectateurs, féliciter les présidents de clubs. J'avais 2 plans. Le plan A, c'était la fédération, le plan B, c'était la Ligue de Dakar. Le vote, mais on est encore au niveau, on est encore au XVIIe siècle, au temps de la paperasse. Mais pourquoi pas un petit système avec un étudiant qui nous fait un petit système informatique, mais qui ne prend même pas 10 minutes où on a fini avec ce vote-là. Et moi, c'est ça que je veux dire que je ne peux pas comprendre que la fédération soit réfractaire à l'avancement, au modernisme, au développement. Et c'est ça qui m'énerve et qui me rend triste. À l'issue de ce scrutin, 6 nouveaux membres font leur entrée dans le comité exécutif. Il s'agit de Salif Mbengue, Di Gaston et Amadou Top, tous de la Ligue 2. Amadou Dia du football amateur, Mohamed Djibril Wade et Amadou Dia des ligues régionales et Amadou François Gueye de la commission centrale des arbitres. Puis c'est parti pour le championnat national militaire de pentathlon et de triathlon édition 2013 avec la participation de toutes les zones militaires du Sénégal. Les gendarmes, les sapeurs-pompiers, c'est l'armée de l'air qui a la charge d'organiser ces joutes cette année. Tout sur l'organisation et le sens du pentathlon militaire. Le colonel Kisma Sow, président du comité d'organisation, est au micro de Tandakha Ndiaye. Aujourd'hui, à notre niveau, nous avons d'abord le défi de l'organisation. Et c'est le plus important. Et ensuite, l'armée de l'air se battra aussi pour, en tout cas, gagner le maximum de trophées. Mais la mission principale, c'est d'abord l'organisation, la réussite de l'organisation de ce championnat. Et ensuite, nous sommes très heureux, en tout cas, d'accueillir tous les corps de la place. Donc, compte tenu du nombre vraiment de participants élevés, c'est une fierté pour nous au niveau de l'armée de l'air, en tout cas, de recevoir tous ces gens. L'objectif, comme je l'ai dit tantôt, pour l'armée de l'air, d'abord c'est l'organisation de ce championnat. Ensuite, qui est en tout cas le fair play, que les gens puissent sympathiser, concourir, c'est vrai, essayer de gagner, mais en tout cas, surtout développer l'esprit en tout cas de corps au niveau des armées. Et le pentathlon est l'épreuve la plus militaire des épreuves, en tout cas sportives que les armées organisent. Vous savez aussi, à tour de rôle, chaque armée et corps des forces armées organise donc ce championnat. Donc,
Voilà, ainsi se termine ce journal. Nous vous remercions de votre attention. À très bientôt sur cette antenne. Au revoir.